Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la publication de ce gouvernement, Matatade, un gouvernement de 48 membres, un Premier ministre, 3 vice-premiers ministres, beaucoup de ministres et de vice-ministres. Alors, on va scruter, décrypter la configuration de ce gouvernement avec un acteur. Vraiment, il est indépendant. Il est de la société civile, un des membres influents de cette société civile, Norbert Yamba. Vous êtes notre invité. Bienvenue. Merci bien, merci pour l'invitation. Oui. Enfin, on dit en français, mieux vaut tard que jamais. On disait, ouf, le président a pris beaucoup de temps, le gouvernement de cohésion nationale, la matérialisation d'une des grandes recommandations des concertations nationales. Enfin, le gouvernement y est. Votre première impression? C'est vrai que j'ai la même impression que vous, parce que le président de la République avait promis la mise en place de ce gouvernement de cohésion nationale. Je ne voudrais vraiment pas revenir sur la dénomination. Ça, c'est vrai. Chacun est indépendant par rapport à ça. Et on a entendu. Et vous savez que depuis le début de l'année 2014, dès lors qu'on attendait la revue de ce gouvernement, les membres du gouvernement opérationnel était censé être démissionnaire. Et vous savez, lorsque quelqu'un est démissionnaire, il n'a pas la motivation, il n'a pas l'engagement, parce qu'il sait que d'un moment à l'autre, il va partir, etc. Et donc, beaucoup de choses ont souffert. Et donc, on était inquiet par rapport aux défis, par rapport aux problèmes qui sont les nôtres, etc., que le gouvernement arrivait. Bon, voilà, mieux vaut tard que jamais, ce gouvernement est là. Et maintenant que ce gouvernement est là, il est essentiellement de la majorité. Et c'est la majorité qui a gagné les élections en 2011. Et donc, c'est le projet, c'est le programme de la majorité qui est d'application. C'est vrai qu'il y a une particularité dans ce gouvernement. Il y en a des personnes qui se réclamaient de l'opposition, qui sont dedans. Hein, dès lors qu'ils adhèrent à ce gouvernement, c'est un gouvernement de la majorité. Et donc, ils élargissent le cercle de la majorité. Et cela doit être... Mais ça ne veut pas dire qu'ils deviennent de la majorité. Ils sont quand même opposants. Ils le restent toujours. Opposants, ça veut dire quoi? Ils vont s'opposer à quoi? Parce que l'opposition se fait sur base des programmes établis par le gouvernant. Et alors, maintenant, ils sont appelés à réaliser, à exécuter les programmes qui sont établis par le gouvernant. Ils sont gouvernants. Ils vont s'opposer à qui? Mais on appelle ça une opposition républicaine. Une opposition républicaine, c'est vrai, une opposition républicaine ne veut pas dire que on entre dans le gouvernement. Non. Une opposition reste opposition simplement parce qu'il y a un groupe politique qui a gagné. Et cette opposition s'est dit, ben écoutez, je vais aller dans la logique de la construction. Ça veut dire faire des critiques, proposer des alternatives et donner la possibilité, la marge de manœuvre à ceux qui gouvernent de gouverner. Mais ici, nous nous trouvons dans les cas où ce n'est plus la critique, ce n'est plus la suggestion, mais on y adhère à un programme et on devient acteur de ce programme-là. En tout état de cause, on s'affilie, on devient l'allié et on élargit le cercle véritablement de la majorité. C'est le cas d'espèce. Parlons, même si vous avez évité, mais vous avez frôlé un peu quant à la dénomination du gouvernement de cohésion nationale. On sent plus, du côté de l'opposition, ça crée plus de contradictions. Ça mérite cette dénomination? Bon, vous savez, Mathieu, on a été avec vous, nos sociétés civiles à l'époque, lorsque nous avons vu que les acteurs politiques ne s'entendaient pas. Vous vous rappelez, les élections de 2011, il y avait 2 camps diamétralement opposés. Il y a les camps qui étaient proclamés par la CNI, par la Cour constitutionnelle. Et c'est les camps qui est au pouvoir, qui a la majorité aujourd'hui. Il y a un autre camp qui se disait avoir aussi gagné. C'est le camp de l'UDPS et ses alliés, etc. Et donc, on se retrouve en termes de statistiques. Il y a un camp qui a plus de 40%, il y a un camp qui a 39%. Lorsque vous prenez, par exemple, les pourcentages de Tshisekedi, les pourcentages Kamere, etc. Ça, c'est vrai. Et donc, le poids politique d'un groupement politique est le résultat des élections réalisées. C'est très important. Voilà. Et donc,
Si on veut véritablement réunir les acteurs politiques pour qu'on puisse ressouder les morceaux, pour qu'on puisse recoller les morceaux, il faudrait que les différents cas qui donnent des statistiques les plus élevées puissent véritablement ici des discuter. élections. Qu'ils puissent se retrouver au sein du gouvernement. Non, qu'ils discutent et qu'ils dégagent un certain nombre d'engagements qui leur permettent de booster la République. Et c'est ça justement la pertinence qui aurait pu être les concertations nationales. Mais ces concertations nationales, à commencer par des petites hiatus, ce qui devrait être ne sont pas allés. Peut-être qu'il y avait un problème d'harmonisation, on aurait pu trouver les procédures, la préparation, etc. Bon, ce sont des choses élémentaires, mais qui bloquent la dynamique. Et là, en Et parenthèse... on doit trouver aussi une autre opposition. Qui, sur le plan statistique, n'avait pas le pourcentage requis pour déclarer avoir un pan politique nécessaire à dégonfler les tensions. Mais le MLC, c'est quand même un grand parti de l'opposition. C'est un parti de l'opposition, mais qui n'a pas participé au présidentiel. C'est très important. C'est vrai. Il n'a pas participé au présidentiel et qui est allé. Et on comprend quelles sont les motivations. Aujourd'hui, à la sortie du gouvernement, on comprend les motivations. Parce que même au sein du MLC, il y a des contestations sur contestations. Contestation de légitimité, contestation de départ des uns et des autres, etc. Et c'est ça, justement, Mathieu. Moi, je te connais comme un journaliste crédible. Il faut quand même que l'éthique ne soit pas étiquette dans la classe politique. Regardez, vous avez des responsables du MLC. Des responsables, c'est qui sont attitrés à prendre la décision, qui négocient la participation au gouvernement, sans informer les autres. Et ce qui est curieux, c'est qu'à la sortie du gouvernement, ceux qui entrent au gouvernement font semblant de n'avoir pas été. Parce qu'on a connu des discours qui disaient nous ne participerons pas au gouvernement, nous ne participerons pas au gouvernement. Et maintenant que le nom est sorti, c'est qu'effectivement, il y a eu une négociation en amont. Entre-temps, un autre groupe dit non, nous ne reconnaissons pas. Regardez la saleté que ça mène dans la classe politique. Et moi, je suis en train de réfléchir autrement. Parce que moi, non seulement en société civile, mais je suis quand même un chercheur. Je suis dans la catégorie des tout verts. Je dis ceci. Ceci pose le problème au niveau de ce qui représente la forme et la configuration de notre démocratie. Notre démocratie, elle est fondamentalement occidentale. Or, nous n'avons pas la culture occidentale. La politique n'est pas un métier chez les Occidentaux. Chacun doit avoir un métier. Et lorsqu'il a un métier, il fait la politique pour servir la République. Et lorsqu'il n'est plus en politique, il est capable de reprendre son métier. Mais ici, chez nous, quand on est politique, surtout quand on est nommé PDG, on est nommé ministre, on n'a plus rien autre chose à faire, si ce n'est que la politique. Alors maintenant, lorsqu'on fait les élections, il y a un groupe qui a 50%, il y a un groupe qui a 48%. Nous sommes des Africains. Les partis n'ont pas de revenus. Les partis n'ont pas de caisses. Et donc, pour asseoir le parti sur l'ensemble de la République, il faudrait que le parti soit opérationnel dans la gestion de la République. Et pour dégonfler les tensions, pour permettre que les uns et les autres puissent vivre dans l'harmonie, en ayant un agenda stratégique commun, il faut que ceux qui gagnent, le meilleur gagnant et le meilleur perdant, forment un gouvernement. Ça ne s'appellerait pas partage du pouvoir. Partage du pouvoir. Mais regardez, j'ai une expérience allemande. J'ai amené les politiciens congolais en Allemagne, à Berlin, pour voir comment ces gens travaillent. Imaginez-vous, au niveau de Berlin, au niveau de la capitale, il y a deux grands partis qui sont des adversaires. Il y a les conservateurs, le conservateur de Angela Merkel, et vous avez les sociaux-démocrates. Alors maintenant, les conservateurs gagnent les élections. Ils sont suivis par les sociaux-démocrates. Mais ils n'ont pas les chiffres qu'il faut pour gouverner la République. Le royaume entier. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les conservateurs se rallient, font des alliances avec les libéraux. Les sociaux-démocrates, qui étaient les deuxièmes, font des alliances avec les Verts. Ils sont à l'opposition. Les libéraux et les conservateurs sont au pouvoir. Mais entre-temps, comme ils sont à l'opposition, on a prévu 25% de ce que représente le budget de l'Assemblée nationale destiné à l'opposition. Et vous avez l'opposition des bâtiments,
des bureaux, des assistants, des professeurs qui travaillent comme dans les laboratoires. Qui réfléchissent. Qui réfléchissent pour leur donner la matière, leur documenter. Et là, c'est le gouvernement qui subventionne. C'est le gouvernement qui subventionne. Et je n'ai pas fini ma réflexion. Lorsque vous voyez au niveau national, les gens sont à la diversité, vous allez dans une province comme Erfiti. Dans cette province-là, c'est les conservateurs qui gagnent. Mais les conservateurs n'ont pas les scores nécessaires. Entre-temps, lorsqu'on fait l'addition entre les conservateurs et les libéraux au niveau de la province, les scores n'arrivent pas, ils ne peuvent pas gérer. La meilleure combinaison serait que les conservateurs et les sociaux-démocrates, qui sont à la diversité au niveau national, sont ensemble. Et c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui vous oppose? On essaie de lister. Voilà ce qui nous oppose. Mettons des côtés au frigo. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre peuple? Ensemble. Voilà. Et puis, ils ont formé un gouvernement. Entre-temps, les libéraux qui étaient en alliance avec les conservateurs au niveau national entrent à l'opposition. Les Verts qui étaient en alliance avec les sociaux-démocrates au niveau national entrent à l'opposition contre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Mais même quand vous prenez la configuration maintenant de la RDC, est-ce que quand on fait le chronogramme, il y avait un quota, un pourcentage pour se dire on peut diriger seul? Non, mais vous savez que la majorité, lorsqu'on regarde le score, on n'est pas allé au-delà des 50%. De 50%. Donc il y avait possibilité de faire la combinaison. La difficulté chez nous, c'est que ceux qui font aujourd'hui la démocratie, n'ont pas été dans des régimes démocratiques. Et ils n'ont imité, ils n'ont des modèles qu'est la dictature. Et donc, ils ne sont pas décolonisés psychologiquement au point où ils ne sont pas capables véritablement de construire des synergies, des dynamiques de démocratie. Et donc, lorsque vous prenez le risque de dire, mais écoutez, voilà les PPRD et les DPS qui travaillent ensemble, ils sont des sociaux-démocrates, pour avoir un véritable score, avoir un gouvernement efficace, efficient, il faut qu'ils soient ensemble. C'est tout le monde qui crie, tous les généraux. Tous les généraux. Oubliant que l'IDPS, qui a fait 32%, l'UNC qui a fait 7%, vont rester pendant 5 ans sans aucune subvention. Ils vont rester pendant 5 ans sans aucun travail. Et comme ils n'ont pas de travail alternatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, qui arrive le premier, jette la maison, il gagne. Et il gagne. C'est cela. C'est un peu ce que vous voyez, parce qu'effectivement la classe politique, notre classe politique, faire la politique, c'est avoir l'argent, avoir les maîtresses, avoir les immeubles, Pourtant, c'est un grand devoir de servir la nation. C'est un service qu'il faut rendre. Et c'est ça. Et moi, j'ai toujours pensé que si à un moment donné, vraiment, les choses se cristallisent, les gens se font confiance mutuellement, il faut qu'on change la Constitution, qu'elle soit adaptée par rapport à notre culture. Il est anormal que celui qui gagne 50%, et celui qui perd 40%, et il n'y a qu'un groupe de 50% qui gère le pays dans toutes les institutions, laissant les autres en chômage. Et ils peuvent le faire autant de mandats possibles s'ils les gagnent. Voilà. Voilà. Alors, abordons la question de ces gouvernements de cohésion nationale en faisant des chronogrammes, des tableaux. On a vu après les concertations nationales, il y a eu une autre concertation qui était présidée par les deux présidents des deux chambres. On a vu la société civile venir en concertation, présenter leurs listes, leurs probables candidats. On a vu l'opposition, la majorité. Est-ce que la société civile, comme c'est votre cas, est représentée dans ce gouvernement? Bon, moi, sincèrement, vous connaissez ma position. Ça, c'est vrai. Moi, j'avais estimé qu'il y avait quand même une nécessité que les vrais acteurs discutent, dégagent un certain nombre de choses consensuelles et que sur base de ça, si le gouvernement apparaissait comme une des recettes, à ce moment-là, on peut aller. Il me semble que tel n'a pas été le cas. On a vu une autre opposition naître avec une autre personnalité morale, etc. Et lorsque vous regardez les statistiques en termes de score sur le plan de poids politique, ça n'est pas maigrichon. Et donc, et là, on est